renverser le capitalisme et le remplacer par un régime de propriété collective, nous en avons souvent parlé, Jaurès et moi, avant 1914. La République, par une succession de réformes étalées dans le temps, conduirait tout naturellement à la démocratie socialiste. Mais aujourd'hui, la donne a changé, Jaurès est mort et nous sortons de l'effroyable boucherie. Ces 4 années de guerre mondiale ont tué l'espérance. Vive la révolution d'octobre! Par la force, en Russie, Lénine et les siens ont renversé l'ordre établi. Ils promettent aux prolétaires du monde entier des lendemains radieux. Beaucoup, en France, veulent emprunter ce chemin. Dans notre parti socialiste, une majorité se dessine en ce sens. Tout à l'heure, à Tours, notre parti se réunira en congrès. Je suis minoritaire. Je monterai à la tribune. Camarades, s'il vous plaît, du calme! Du calme! La parole est au représentant de la minorité, le camarade Blum. Non et non, chers camarades, je ne voterai pas pour l'adhésion à la 3e internationale, même si cette position est aujourd'hui majoritaire. Le communisme, c'est la subordination absolue au chef. La coexistence d'organismes officiels et d'appareils clandestins, c'est donc dans les faits le pouvoir réel à un comité occulte. Moscou exige l'abandon de tout ce que nous sommes depuis Jaurès. Est-ce là le parti que nous avons connu? Non! Quel parti, Blum? Un parti vendu à la bourgeoisie? Le parti des ouvriers, camarades. De la démocratie, de la République. L'appel aux masses. Et pas cette petite avant-garde disciplinée et putschiste que veut Moscou. Et ta participation au gouvernement de guerre, tu l'as oublié? Chers camarades, l'union sacrée, c'était la défense de la patrie contre l'agression allemande, qui s'en réclame aujourd'hui en temps de paix. Et le camarade Cachin, qui est des vôtres, a lui aussi participé à l'union sacrée que tu me reproches. Parlons clair. La volonté de Lénine, c'est la conquête du pouvoir par la force, comme en 1917. Son objectif, c'est la révolution mondiale par la violence. Je suis, moi aussi, partisan de la dictature du prolétariat, mais cela ne signifie pas que je renonce au combat pour la démocratie et les libertés. Au contraire. Est-ce que Thorez a parlé? En 1920, personne ne connaissait Thorez. Je me demande même s'il était délégué. Cachin, oui. Cachin était assis là. Là. Beaucoup ne regardaient que lui. Il rentrait de Moscou, il avait vu Lénine. Vous regrettez rien de votre discours 16 ans après? Pourquoi revenir ici et remuer tout ça, Monsieur Bouchard? Je suis historien, Monsieur Blum, je fais mon travail. Pendant que vous irez courir l'aventure, il faut que quelqu'un reste garder la vieille maison. Malgré tout, restons les frères, qu'aura séparé une querelle de famille et qu'un foyer commun pourra encore réunir. J'avais raison. Pardon? Oui, j'avais raison. Une internationale militarisée, la dictature, la fin des libertés. On voit où cela a conduit. Les bolcheviks avaient tort. Si socialiste n'est pas la liberté, alors à quoi bon? Croyez-vous que ces photos soient indispensables à votre livre? Monsieur Bouchard, parlez-moi plutôt du Canada. Hein, je connais un peu les États-Unis, mais le Canada... Je suis québécois avant d'être canadien. Le Québec, c'est un peu de France au milieu du continent américain, mais les Français l'ont oublié. Bonjour, camarade. Bonjour, camarade. Bonjour, camarade. Oui, bonjour, bonjour à tous. Demain matin, 11h42, gare d'Austerlitz. Pour le socialisme, pour le parti, hip hip hip, hip hip hip,
Oui, c'est bruyant. Je suis dans un café, il y a plein de jeunes. Tu me manques, Thérèse, je t'embrasse. Pour Léon Blum, hip hip hip. Malraux me harcèle pour que j'aille à Moscou. C'est intéressant, André, mais attention. Léon et moi sommes de grands voyageurs. Toi, tu rentres de Tours, et moi, je m'apprête à partir pour Moscou. C'est vrai qu'il y a un lien entre ces deux villes. Précise ta pensée. J'étais dans la salle du Congrès 16 ans après. Comme si c'était hier. Et pourtant, si loin. Comme le temps galope. Et puis il y avait ce professeur. Il ne m'a pas quitté une minute. Un universitaire. Canadien. Il écrit un livre sur Léon. J'imagine ton enthousiasme. Eh bien, mes amis, je bois à vous, cher Gide. Oh, Thérèse, vous devriez diffuser à la presse la photo de cette coupe ébréchée. On vous croit si riche. Ça ne marcherait pas. Il dirait que le juif Blum a truqué la photo. Dites-nous plutôt ce qui agite la République des lettres. Eh bien, mon journal, hein, l'hebdomadaire des intellectuels pour le Front populaire, comme au temps de l'affaire Dreyfus. Mon cher Gilles, vous gâchez votre talent à ferrailler contre l'action française. Maurras a le stylo assassin. Pas un article sans un appel au meurtre. Oui, mais votre Front populaire va faire augmenter les charges de nos entreprises. Comme si nous pouvions nous payer ce luxe. Toujours le même refrain. Le patronat ne changera jamais. Les usines ferment, les travailleurs sont licenciés, les familles réduites à la misère. Mais ma chère Thérèse, vous oubliez que la crise économique est mondiale. Je n'oublie rien. Ni vos profits, ni l'arrogance des vôtres, Lambert-Ribaud. Thérèse, ce n'est pas l'homme du patronat qui est parmi nous ce soir. C'est mon ami et collègue du Conseil d'État. L'incident est clos, Léon. L'alliance avec les communistes ne t'inquiète pas? Je ne suis pas naïf, Alexandre. Il n'y a rien à craindre du PC. Staline a trop peur que l'Europe fasciste se retourne contre lui. Voilà enfin une bonne nouvelle. J'ai besoin des communistes. Ils influencent les masses, sans compter les intellectuels. Enfin, Léon, tout de même, le PC avec toi, c'est le loup dans la bergerie. Je vais peut-être t'étonner, mais quand nous avons négocié le programme du Front populaire, Thorez était le plus modéré. Il insistait même pour qu'on se limite à quelques mesures sociales pour rassurer les radicaux. On était loin de la dictature du prolétariat. Je m'en souviens, il s'était même assis à ma droite. Donc c'est toi qui as fait inclure les nationalisations, les hausses de salaire et le droit syndical. Hein? Oui. C'était bien le moins. Décidément, je ne comprendrai jamais rien à ta politique. Thérèse, cesse d'agresser Lambert-Ribaud. Tu l'invites, soit, mais ne me demande pas de mettre mon drapeau dans ma poche. D'ailleurs, je me trouve encore trop modérée. Je subis ton influence. Je ne demande qu'un peu de courtoisie. Je trouve que tu es parfois trop conciliant. Conciliant, parce que l'homme du patronat est mon ami. Tout à l'heure, quand Lambert-Ribaud t'a demandé de modérer les camarades du parti, qu'est-ce que tu lui as répondu? Tu lui as dit... J'ai 63 ans. Au prochain congrès, je passerai la main. Je suis trop vieux pour me lancer dans de nouveaux combats. Je trouve ça drôle d'être marié à un homme qui veut passer la main. À vous, je peux le dire, Monsieur Bouchard. Je l'ai rencontré quand j'avais 20 ans.
Il était marié. J'ai très vite deviné ses sentiments, mais... je savais qu'il ne quitterait jamais sa femme, Lise, qui était malade, alors... je me suis éloignée. Il vous a poursuivi? Lise partait souvent en cure. Il restait seul, se saoulait de travail. Le parti, ses livres, ses articles. Pas une minute à lui. Et puis, il y avait Jaurès. C'était une fascination. Réciproque. Jaurès exigeait beaucoup de lui. Donc, vous vous êtes perdu de vue? Non. Non. Un soir, on s'est croisés sur les boulevards. Il sortait d'un théâtre. Moi, d'une réunion de section. C'était en avril 1911. On s'est revus, on s'est écrit. Sa femme le savait? Dans les premiers jours de la guerre, elle a trouvé une lettre. Elle a accepté. Après sa mort en 1931, nous nous sommes mariés. Tout cela, est-ce bien utile pour une biographie, Monsieur Bouchard? Précisément. Écrire une biographie, c'est d'abord comprendre un homme, et Léon Blum est étrange. Il prône l'union libre et se marie 2 fois. Écoutez ce qu'il dit. Il m'a fallu quelque courage pour dominer le préjugé favorable que l'union libre m'inspirait, car l'homme et la femme sont d'abord polygames. L'homme est plein de contradictions, Monsieur Bouchard. Et malgré tout, vous avez dit oui. Oui. Vous n'aviez pas peur de son penchant pour la polygamie? Non. Je suis irrésistible. Salut. Il y a encore beaucoup d'ouvriers à la SFIO? Autant qu'au PC. Mais dans notre section, c'est plutôt des employés, des fonctionnaires, des cheminots. Quelques femmes. Elle surtout. Une militante de choc. Le professeur Bouchard, qui écrit un livre sur Léon. Annie, mon amie. Enchanté de faire votre connaissance, mademoiselle. Excusez-moi, mais vous avez un drôle d'accent. Il est québécois. Vous venez? Oui. À plus tard. Oui. Je n'ai jamais abordé des élections avec autant d'incertitude. Il faut que la campagne électorale soit vraiment unitaire. Daladier et les radicaux diront oui, j'ai confiance. Il reste à convaincre Torres. Ce sera plus difficile. Cela ne suffira pas, Léon. On ne gagnera pas ces élections. C'est possible. Il faut se mobiliser. Un mauvais résultat et la droite pactisera avec les fascistes. Il faut se battre. Tu as raison, mais on ne gagnera pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Et ce sont les cameaux du roi. Ils enterrent Bainville. Oh, on tombe mal. On ne peut pas faire demi-tour, Monsieur Blum. C'est Blum! C'est Blum!
Rupture de la veine temporale, hémorragie, contusion multiple. Beaucoup de chance, monsieur Bloom. Le choc a été violent, madame. Mes lunettes. Ne t'inquiète pas, je t'en ramène une paire. Quand pourra-t-il sortir, docteur? Nous verrons demain, madame. Je file à la maison te chercher des affaires. Repose-toi, chérie. Madame, une délégation du parti vient d'arriver. Où sont-ils? Dans le hall. Il est sauvé. Enfin, presque. Voilà, dis-moi que je vous mets en garde. La presse déchaînée, les appels au meurtre. Je vous demandais des gardes du corps. Rien. Nul. Vous êtes nuls! Ils ont failli le tuer! Le tuer! Maintenant, laissez-le tranquille. Je vous dirai quand vous pourrez le voir. Allez plutôt rassurer les camarades et organiser la riposte. Léon! 500 000 manifestants. 500 000. Tu imagines? Pour nous, tous les dirigeants étaient là. Pour le PC, Torres Duclos. Pour les radicaux, Daladier. Et l'extrême droite? Comme d'habitude. Brasiliac parle de cortège expiatoire. Maurras, de gibier de bagne, de pègre-métèque, de lit des faubourgs. Tu veux rentrer? Encore un moment. On est bien ici. Toutes les cicatrices. Tu vas mieux. La douleur physique n'est rien, Thérèse. Le pire, c'est ce cauchemar qui revient. Cette violence. Tu me riais au nez quand je te disais de prendre des gardes du corps. Je peux pas vivre comme ça. La vie, c'est de ne pas craindre de la perdre. Belle maxime. Ouf. Il fait frais. On rentre. Tu reçois des centaines de lettres. Écoute celle-ci. Haute-Loire. Cher Léon Blum, nous sommes scandalisés par l'attentat. Nous vous souhaitons bon rétablissement, nous vous embrassons. Ginette et Adèle, 14-16 ans. Des gamines, Léon. 230 cheminots d'Austerlitz souhaitent rapide rétablissement au camarade Blum. Il y en a des centaines comme ça. Non, je suis très étonné. Hypocrite. Depuis des années, c'est le même enthousiasme. À chaque réunion, il se précipite pour te parler, te toucher, te serrer la main. Oh, tu exagères. Mais non. Écoute, 2300 mineurs de Liévin, scandalisés par l'attentat, souhaitent bonne santé à Léon Blum. 800 prolétaires de chez Renault adressent au chef du Front populaire sentiment de fraternité. On est tout près du culte de la personnalité. À quoi penses-tu?
À ce que j'ai dit l'autre jour à Lambert Ribot, je suis trop vieux maintenant pour me lancer dans de nouveaux combats. Je n'ai jamais vu un vieux se rétablir aussi vite après un tel choc. Cette haine. J'ai tout donné au parti, j'ai bien le droit de vivre un peu avec toi, au milieu de mes livres et de mes amis. Je comprends, Léon. Mais si tu renonces, les fascistes auront gagné. On vote dans 2 mois qui peut diriger la campagne. Jaurès, lui, n'a jamais lâché. Jaurès? Oui, ça c'est un argument. Mais ils l'ont tué. Je suis là. On continue ensemble. N'est-ce pas? Là, tu vois, il était monté sur une table. Et quand il a commencé à parler, personne ne l'entendait, personne ne le comprenait. Alors, il y a eu un murmure dans la foule. Et il a élevé la voix de plus en plus fort. Et oui, mes amis, mes camarades, vous qui m'avez tant aidé dans l'épreuve, je vous le dis ici, à Narbonne, où je me sens chez moi en ce 21 avril. Vous tenez entre vos mains le bel idéal socialiste. Mettre la machine au service de l'homme, réduire la durée du travail, mieux répartir les richesses, étaler sur l'humanité les bienfaits collectifs de la nature et du progrès. On vote dans 5 jours, que pas une voix ne manque, contre le fascisme, pour le pain, pour la paix et pour la liberté. Vive le Front populaire! C'était étonnant de voir ce Parisien au milieu des vignerons. Puis j'ai l'impression que cette campagne l'embête. Et puis Narbonne, c'est le bout du monde. Vous le connaissez bien? Non, pas vraiment. Je l'ai juste vu une fois. On va prendre un café? Ah non, moi je peux pas. Le travail m'attend. Juste un petit café? Je travaille 50 heures par semaine, moi, monsieur. 50 heures. Ah, 50 heures, c'est énorme. Bah oui, c'est énorme. Au bon marché, c'est 50 heures par semaine. Mais attends un peu les élections, David Crockett. Je suis sûre que ça peut changer. Nous pouvons d'ores et déjà pronostiquer que tout se jouera au 2e tour. À droite, les modérés sont laminés. On va gagner moins de 2% sur 1932. C'est désolant. Décidément, cette France paysanne et bourgeoise est indécrottable. Attendons tout de même les résultats définitifs, Léon. Même si personne ne croit à la recette miracle. Pas même les prolétaires. Non, André, non. Ces chiffres disent autre chose. Nous stagnons. Les radicaux s'effondrent. Par contre, le PC gagne 700 000 voix. Notre parti est trop timoré. Le peuple veut une gauche plus combative. Le peuple, pas tout le peuple, chérie. Et puis l'avance des communistes va effrayer les modérés au second tour. Bon, je vais écrire mon éditorial. Il faut que je sois prudent. Et en même temps, je dois les galvaniser. Blumel, si vous pouviez le porter au populaire, je pourrais dormir. On se retrouve mardi à Narbonne. Hein, j'ai autant envie d'y aller que de me faire lyncher, mais bon. Quand on pense que les radicaux là-bas distribuent des tracts contre moi avec tous les antisémites du coin, quel pays. Enfin, j'y serai jusqu'à dimanche. Attendons le soir du 2e tour. On verra bien. Bonsoir André. Bonsoir Léon. Bonsoir Jules. Bonsoir Paul. Accompagnez-le à Narbonne, ça lui fera plaisir. Je sens que de nouveau, il en a. Notre camarade Léo Lagrange est élu dans le Nord. Roger Salengro aussi. Et Vincent Auriol est élu à Muret. La Haute-Garonne est élue.
On a gagné. Oui. Oui, très bien. Quelle victoire. On a gagné. On doit revendiquer le gouvernement. Pourquoi? Je ne vais pas dire je. Les résultats sont clairs. Le gouvernement doit être dirigé par un socialiste. C'est bien ton avis, non? Oui. Qui, sinon toi, peut diriger ce gouvernement? Beaucoup d'autres, Thérèse. Tu n'imagines pas tout à coup le nombre de prétendants. De toute façon, c'est le président de la République qui décide. C'est la Constitution, Léon. Je sais. Mais Lebrun n'a pas le choix. C'est toi qui le dis. Oui. Et le parti le dira aussi. Tu ne vas quand même pas t'abriter derrière cette baderne de Lebrun pour te dérober. Léon, tu m'entends? Baderne, c'est tout de même le président de la République. Dure journée, Thérèse. Bien dormir un peu. Monsieur le Président du Conseil, peut-être serait-il bon d'abréger la transition entre votre gouvernement et la nouvelle majorité de Léon Blum. La Constitution dit que la Chambre doit aller au terme de la législature. C'est le 4 juin, cela nous laisse un mois. Le président Lebrun a été clair. Un mois, c'est un mois. Certes, cher Sarraut. Mais je sens une tension dans le pays. Arrêtez de pleurnicher, Lambert Ribot. La République en a vu d'autres. Le pays digérera le Front populaire comme l'affaire Dreyfus ou l'assassinat de Jaurès. Le temps, mon ami, le temps. Blum n'est pas un révolutionnaire. Vous le connaissez bien. Bien sûr. Ce n'est pas un agité. Mais il y a ce foutu programme du Front populaire. Jusqu'où ira-t-il si le PC demande plus? Croyez-moi, vous devez accélérer la transition. Non. Le président de la République veut que je reste. Alors, je reste. Et puis, entre les promesses électorales et la direction du gouvernement, il y a la réalité. On verra si Blum tient ses engagements. Château-Pape Clément, 1924. Décidément, vous avez le sens de l'humour et de l'histoire. 1924. La gauche avait gagné déjà. Et en 18 mois, elle était au tapis. Et rien n'avait changé. Et nous sommes toujours là, en train de déguster la France éternelle. Un grand Bordeaux qui traverse les âges, comme nous. La Chambre doit aller au terme de la législature. Nous avons un mois. Un mois, c'est trop long. Les ouvriers ont les yeux braqués sur nous. Il faut brusquer les choses. Je ne provoquerai pas la démission de Sarraut, je ne me proclamerai pas chef du gouvernement. Je respecterai la loi Pivert. Et pourquoi respecter un ordre qui n'est pas le nôtre? Sortir de la légalité, c'est ouvrir la porte à l'aventure. Je ne fournirai aucun prétexte à nos adversaires. N'oubliez pas les ligues fascistes. Justement, il faut bouger plus vite qu'eux. Croyez-vous qu'à notre place, les fascistes hésiteraient? Précisément, Pivert, nous ne sommes pas des fascistes. Monsieur Blum? Oui. Excusez-moi. Arrivée chez nous, elle est tombée de sa chaise en syncope. Tu sais, Léon, elle est surmenée. Et puis, elle a toujours peur pour toi. Alors, docteur? Le coup est bon. Le cœur aussi, mais il est un peu faible, mais vous pouvez l'avoir, Monsieur le Président. Mais ce malaise, qu'est-ce que c'est? Nous ne le savons pas encore. La dernière fois, j'ai voulu la garder, mais elle a refusé.
La dernière fois? Votre femme est venue me voir en janvier, puis à nouveau en mars, avec toujours des fièvres et surtout cette fatigue qui la mine. C'est là que j'ai voulu l'hospitaliser pour des examens complets. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Elle nous a fait jurer de ne pas vous en parler. Pour les examens, informez-moi avant de leur parler. Merci, docteur. Ce sera notre force, cet enthousiasme des masses. Il serait périlleux et tragique de le décevoir. Mais si nous restons unis, si nous savons être à la fois sages et audacieux, alors nous remporterons la victoire. Victoire de la liberté contre le fascisme, de la justice sociale et de l'ordre contre l'iniquité et le désordre. Et cette victoire, c'est à moi de vous y conduire. Je serai votre chef. Et tant pis si je n'avais pas envie de l'être. Je le suis. L'histoire en a décidé ainsi. C'est pas croyable. Il y a 3 mois, il aurait tout abandonné. Pour un gars qui vient du bout du monde, tu comprends vite, toi. Bonjour Thérèse. Bonjour. Merci d'être là. Pour tout vous dire, j'ai horreur des salles enfumées et des palabres sans fin. J'ai lu votre communiqué, votre décision de ne pas participer au gouvernement. C'est une erreur. On s'est battus ensemble, on a gagné ensemble, nous devons gouverner ensemble. C'est un point de vue que je comprends. Alors? C'est embarrassant de dire oui après avoir dit non. Mais il y a la menace fasciste. On serre les rangs ouvriers. C'est simple. Plus simple à dire qu'à faire. Mais si, Thérèse, un gouvernement commun, un comité de salut public. Vous m'avez mal compris. J'ai plaidé pour l'entrée du parti au gouvernement. La majorité du comité central ne veut pas. Les camarades soviétiques non plus. Nous soutiendrons sans participer. Merci de votre franchise. Nous nous verrons régulièrement. Je vous tiendrai informé. Au revoir, Thérèse. Les médecins m'ont rassuré, c'est seulement une grande fatigue. Il te faut du repos. Tu les mets dans l'eau? Les Grünbaum t'invitent dans leur maison. Tu te reposeras mieux là-bas qu'à Paris. Tu veux me chasser? Pas question, Léon.
Je sors demain et on repart. Je ne te quitte pas d'une semelle, surtout pas en ce moment. Sois raisonnable, je t'en prie. Tu connais les médecins. Quand ils ne trouvent rien, t'envoient à la campagne. Le grand air, c'est le remède miracle. Tu as besoin de repos. Est-ce que je t'ai laissé à l'hôpital, moi? Quelle tête de mule. Dans ce cas, passons au moins le week-end chez eux. Je te rejoindrai dimanche. Moi aussi, j'ai besoin de souffler un peu. Alors, ton discours au comité national? Je me suis interrogé sur mes capacités, mes aptitudes. J'ai dit aux camarades qu'il fallait peut-être qu'à la tête du gouvernement, il y ait un autre homme qui se révèle, que je doutais. Que je n'étais pas convaincu d'avoir les qualités d'un chef. Que ce serait une épreuve pour moi. Voilà. Certains ont été choqués. Si toi tu doutes, comment veux-tu que les camarades se mobilisent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Que je me transforme en Duce, en fureur, en petit père des peuples? Je veux l'adhésion des masses, mais pas une adhésion aveugle à des slogans simplistes. Parfois, les camarades ont besoin de certitude, Léon. Au congrès de Tours, je leur disais déjà que le peuple ne doit pas être un troupeau qu'on mène à la baguette, qu'il doit être sensible aux appels de la raison, du cœur, donc au doute. Sensible au doute, Thérèse. Il n'y a que les animaux qui ne doutent pas. Réduire l'homme à ce statut, c'est ce que font Hitler, Mussolini et Staline. C'est indigne de nous. C'est juste. Je suis complètement d'accord avec toi. Vivement demain que je sorte d'ici. Je voulais pas venir, ça m'impressionne. Quoi? Ben, ces immeubles. Je me sens pas à l'aise dans ce quartier. C'est bizarre quand même. Un intellectuel épouse la cause du peuple et on s'en méfie. Oui, on devrait pas, t'as raison, mais ça fait quand même drôle. Ta réaction m'aide à comprendre le succès des attaques de Maurras contre nous. Tu as soif? De l'eau, je veux bien, oui. J'ai parlé avec les camarades. Ça va plus, Thérèse. On respecte la Constitution, mais pendant ce temps-là, le patronat se durcit. Et nous, on reste les bras ballants, on attend, on attend. Je sais. Léon en est conscient, mais il est convaincu qu'on ne peut agir autrement. Même chez nous, au bon marché, les filles commencent à s'inquiéter. Il répète qu'il fera voter les lois sociales en juin. Pour lui, ça peut attendre 3 semaines, Annie. Assieds-toi. Tu viens à la réunion ce soir? J'arriverai peut-être en retard. Je vais chez le médecin. Ah bon, ça va pas mieux? Oh si, mais c'est pour rassurer Léon. Sinon, il menace de tout laisser tomber. Tu imagines, communiqué de Monsieur Blum, la fatigue de ma femme m'oblige à renoncer à la politique. Alors? Les camarades s'impatientent. Hein. C'était tendu à la section. Non, je te parle de ces examens. Oh, tout va bien, Léon, je n'ai rien. Je suis en pleine forme. C'est vrai? Oui, oui. Et toi? Rien. De mauvaises nouvelles. Raconte. Non, je t'en parlerai demain. Maintenant, s'il te plaît. Un attentat fasciste dans le quartier juif, 4 blessés. J'y suis allé. Ils ont dû être touchés de te voir, non? Très touchés. Ils m'ont dit qu'il fallait surtout pas que je gouverne le pays. Sinon, les fascistes se déchaîneraient contre la communauté juive. Sérieux? Tu imagines Blum expliquant à Lévy que Blum a bien le droit de diriger le pays, comme un catholique ou comme un protestant. Insensé. C'est tout?
Non, ce n'est pas tout. Bloc de Courbevoie se met en grève, tu sais, les avions. Les ouvriers occupent l'usine. Pourquoi? 2 licenciements pour fait de grève le 1er mai. Tu aurais pu dire au Lévy que le juif Bloch se conduit comme n'importe quel autre patron. C'est agaçant, ces grèves qui se multiplient. Breguet au Havre, la TCOR à Toulouse. Je crains la contagion. Moi, je la souhaite. Il n'y aurait rien de pire, Thérèse. Rien de pire. Pour durer longtemps, il faudra donner très vite le sentiment de la réussite. C'est une épreuve que vous ferez sur moi et que je ferai sur moi-même. Mais il y a quelque chose qui ne nous manquera jamais. C'est la résolution, c'est le courage et c'est la fidélité. Je ne me présente pas à vous aujourd'hui comme un homme déjà accablé d'avance sous le poids des charges et des responsabilités qui l'accablent. Je ne viens pas ici en disant « ôtez de moi ce calice, je n'ai pas voulu cela, je n'ai pas demandé cela. » Si, j'ai voulu cela. Et j'ai voulu cela parce que cela, c'est la victoire de notre parti. Tu avais raison. Ce séjour chez les Grunbaum m'a fait du bien. Conduis moins vite. Tu sais combien a coûté ton dernier accrochage? Non. 7200 francs. 7200 francs? Comment va-t-on faire, Léon? Ne t'inquiète pas, je peux encore payer 7200 francs. Ah bon? Excuse-moi. Bon, on va les laisser passer. Tu t'en vas? Je vais cueillir des aubépines. Tu es soucieux? Je réfléchis. À quoi? Au pouvoir. Un accès de narcissisme? Je n'ai jamais recherché le pouvoir. C'est un euphémisme. Je me suis même donné plus de mal à m'en écarter que d'autres à s'en approcher. J'en ai même écarté le parti. Aussi longtemps que possible. Eh bien, continue, Léon. Le président de la République ne veut pas de toi. Laisse le gouvernement aux radicaux. Écoute-moi, Thérèse. J'ai dit aussi longtemps que possible. Le moment est venu. Mais franchement, j'aurais pu rêver meilleure situation. Parce que tu pensais accéder au pouvoir dans des conditions idéales? Tu te vois, disons aux électeurs qui ont voté pour toi. Je m'en lave les mains, je rentre à la maison et j'écris une suite à mon essai sur le mariage pour dénoncer l'existence insupportable que Thérèse m'impose. Absurde, non? Mais pourquoi faut-il que je dirige ce pays en pleine crise économique? Si tout allait bien, ce bon vieux pays aurait encore voté à droite. C'est dans les moments difficiles qu'il tourne à gauche. Je gouvernerai, Thérèse. Et je te dirai comme ce vieux militant que j'ai rencontré hier, enfin les difficultés commencent. C'est important que tu sois là. Tu le sais bien. Revenons une minute au choix des hommes. Pour les socialistes, je me débrouillerai, je les connais. Pour les radicaux, j'aurai besoin de vos suggestions. N'oubliez pas, j'ai 3 impératifs. 1, je veux des femmes au gouvernement. Dites-moi lesquelles et pour quel poste.
2, je crée un ministère des Sports et des Loisirs à qui le confier. 3, je vais donner un élan nouveau à la recherche scientifique. Il me faut un nom. Pensez-y. Nous en parlerons demain. Dites à Salingro que je vais lui parler. Tous en grève! Ne lâchez surtout pas. T'en fais pas. On tient la corde comme si le patron était au bout. Avec nous! Les femmes avec nous! Les femmes avec nous! Vous savez, Chrono et Power ont débrayé? Oui, on est des millions! Des millions! Comment ça se passe, Lambert Ribot? Mal. Bonjour, Paul. Ils occupent nos usines. C'est une nouveauté, ça, tiens. Qui dirige le mouvement? Tout le monde, des personnes, je ne sais pas d'où ça vient. Et surtout, je ne sais pas où on va. Enfin, bon Dieu, Paul, Bloom, qu'est-ce qu'il fait? Il forme son gouvernement, il s'informe, il consulte. Eh bien, il a tort. Tous les patrons disent la même chose, on va tout droit au bordel. Excusez-moi, mais avec ces grèves, on plonge dans le pétrin. Que proposent les patrons? C'est très simple. Que Bloom sorte du bois. Qu'il calme le jeu avant qu'il soit trop tard. Sinon, le pays sombre dans l'anarchie. Alors, vous le connaissez aussi bien que moi. Les événements ne lui imposeront rien. Non, 10 jours, c'est beaucoup trop long. Il faut que Bloom prenne le pouvoir, sinon le pays risque l'asphyxie. Je transmettrai, comptez sur moi. Ce film a été tourné hier. C'est impressionnant. Dès que vous le voudrez, Léon, je peux organiser d'autres projections. Merci. Ça, c'est devant Hispano-Suiza. Ils sont vraiment bien, Marcel. Au bon marché, ça bouge pas, tu vois. Quand je parle de débrayer, les filles ne réagissent pas. Vous avez déjà fait la grève dans les grands magasins? Jamais. Bloom est catégorique, Jouot. Si la CGT n'agit pas, on ne contrôle plus rien. Il faut arrêter ça, et vite. Arrêtez vite, tu plaisantes. Toutes les corporations entrent dans la danse, c'est du jamais vu. Franchement, tu pousses pas un peu à la roue? Mais faut te le répéter combien de fois, Jules? On est dépassé, on est dépassé. C'est un mouvement unique, c'est une grève générale. C'est comme on l'aurait voulu en 14 pour éviter la guerre, sauf que là, ils demandent rien à personne, ils y vont. Allô, Jo? Ouais. Merci, camarade. Tenez-moi au courant. C'était la métallurgie. La plupart de nos délégués sont fait virer. Résultat, c'est le bordel. Et les grands magasins? T'as vu les grands magasins? Il n'y a pas de syndicats, il n'y a pas de syndiqués. Et c'est des femmes. Ben, elles occupent. Depuis ce matin, elles occupent. Dis à Bloom que c'est plus simple et plus inquiétant qu'un complot. Pendant qu'il prend son temps pour former le gouvernement, le prolétariat, lui, prend ses garanties, camarade Jules Mock. Voilà la vérité. Il faut que je le voie. J'arrive de la banlieue, c'est impressionnant. Monsieur Bouchard,
En temps normal, il n'aime pas beaucoup répondre aux questions, mais là, j'ai peur qu'il vous envoie sur les roses. Comment voulez-vous que j'écrive mon livre si je passe à côté de ce moment-là? Eh bien, attendez-le. Mais je vous aurais prévenu. Vous avez lu l'article de Marceau-Pivert, Tout est possible? Vous y croyez? Qu'on peut tout changer? J'imagine mal Léon Blum en train d'appuyer une révolution. Entre révolution et inaction, il y a une marge. Vous trouvez votre mari inactif? Pas du tout. Je suis attentive à ce que les grèves nous disent. Et qu'est-ce qu'elles disent d'après vous? Que les souffrances, les amertumes accumulées pendant des décennies éclatent. Les ouvriers réclament leur dû, ils ne veulent plus attendre. Et qu'en pense Léon Blum, lui? Posez-lui la question, Monsieur Bouchard. Ça va pas? Excusez-moi, vous pouvez revenir un autre jour. Oui, oui. Désolé. Si on m'avait dit que la banque de ma famille serait en grève... Ils n'occupent pas encore. Ils n'osent pas. Mais tu vois, personne. Si mon père voyait ça... En province, c'est pareil. Saint-Étienne, Marseille, Lyon, Lille. Toute la métallurgie a les bras croisés. Chez nous, dans le bâtiment, tous les grands chantiers sont occupés, tous. C'est fou. Ma secrétaire m'a fait une synthèse des revendications. Alors voilà. 10 à 15% d'augmentation de salaire, congés payés 8 à 15 jours, reconnaissance des syndicats, convention collective par branche, élection de délégués du personnel, réintégration des militants syndicaux licenciés. J'en passe. Ils sont malades. Il faut exiger du gouvernement l'évacuation par la force. Ah non, Jacques, impossible. Pas la police, pas l'armée. Non, mais si Blum acceptait, tu te rends compte ce qui arriverait? Dis-moi, tu veux du sang? Ce serait la révolution. Et ce sang rejaillirait sur nous. Qu'est-ce qu'on fait alors? J'ai vu Grünbaum, un proche de Blum. Et alors? Alors il faut négocier avec la CGT. Si Jouot arrive à contrôler le mouvement. Négocier dans ces conditions, c'est pour nous la mort assurée. Écoutez, messieurs, si l'un d'entre vous veut ma place, je lui cède avec plaisir. Tu as bonne mine. Tu es mieux qu'hier. Oui, ça va. Je lisais ton dernier discours. Ces difficultés heureuses, espérées, bienvenues, eh bien, nous essaierons de les résoudre par l'action, en mettant très vite la classe ouvrière en face de résultats. Tu exagères. Comme si ces grèves te donnaient tant de plaisir. Mais je ne parlais pas des grèves. Alors ces grèves, tu en penses quoi? Elles m'ennuient. Je les prends comme une gifle. Une gifle? Mais oui, les capitaux dont j'ai besoin vont fuir à l'étranger. Les patrons sont tétanisés. Les petits bourgeois s'affolent. Quant au PC, il est complètement déstabilisé. Mais non. Ces grèves te renforcent. La peur rendra les patrons plus souples. Je suis pas de cet avis, pardonne-moi. Les grévistes sont tes meilleurs alliés, Léon. Je t'ai connu plus clairvoyant. C'est que je vieillis, Thérèse. Oui. Tu as oublié le président des radicaux. Daladier. Qu'est-ce qu'on fait, Léon? Eh bien, le gouvernement. Non,
Je parle de la grève générale. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a urgence. Tu connais le calendrier. J'agirai, après mon investiture, dans la légalité. Certes, certes. La meilleure attitude, c'est le calme. Bon. Parlons du gouvernement. Tu veux des femmes? Oui. C'est indispensable. On n'a pas assez de problèmes comme ça. Et tu vas me demander de leur donner le droit de vote? Non. Le Sénat refuserait. Moi aussi. Je te le dis tout net, moi aussi. Bon. Ça n'a pas été facile, mais j'ai convaincu mes amis. Tu es d'accord pour 2 femmes ministres? Non. J'en veux 3. Tu veux 2 femmes? 2 socialistes, bien sûr. Bien sûr. Il faut que j'obtienne quelque chose en échange. Une 3e ministre, mais une radicale. Et ce sera... Pas n'importe qui, cher Léon. Pas n'importe qui. Madame Braunschweig, la femme du philosophe. Une personnalité exceptionnelle. Pour une femme. Très bon choix. Je t'en conjure. Arrête ces grèves. C'est une catastrophe. Vois les cocos. Et que ça s'arrête, sans que ça s'arrête. Je vois le bras jeudi, le gouvernement est presque au complet. Je réfléchis seulement sur 3 ou 4 postes, notamment le secrétariat d'État au sport et aux loisirs. Nous avons pensé à Léo Lagrange. Lagrange, j'aurais préféré un homme plus proche de moi. Je le trouve un peu jeune, emporté. C'est un très bon avocat, vous savez. On me fait penser à Jaurès. Mais je veux dire, physiquement. Bon. Je l'appellerai Prévenil. Alors, les grèves qui commencent. Un véritable raz-de-marée, plus de 12 000 usines occupées. On risque la paralysie totale. Encore 8 jours et ce sera le rationnement, ou la réquisition. Oui, j'ai vu Jouot hier soir. Pour le sonder et pour savoir ce qu'il propose. Je vous avais pourtant rapporté notre entrevue. Je sais, mais je voulais juger par moi-même. Jouot m'agace. Je sais que c'est réciproque. Il affirme que la CGT ne contrôle pas. Tous nos camarades le confirment, Léon. Jules, tenez-vous informé auprès des syndicats. Paul, auprès du patronat. Et vous, André, prenez la température des groupes parlementaires. Excusez-moi, je suis pressé. Cécile est passée voir Thérèse ce matin. Oui, je suis inquiet. Hier, elle était livide, elle tremblait de fièvre. Ça recommence. Je n'y comprends rien. J'ai appelé le professeur Rosner, c'est le meilleur. Il la verra demain. Il faut qu'il la guérisse. Quand je la vois dans ce lit toute tremblante avec ce sourire qui se veut rassurant, c'est un cauchemar. Comment assurer Matignon? Léon, si vous voulez qu'elle se batte, battez-vous aussi, je vous en prie. Ne craignez rien, Cécile. Je me bats. Monsieur le Président, votre programme, c'est congés payés. Le gouvernement est au complet, Monsieur le Président. Il était temps. J'ai respecté la Constitution. Ça va trop traîner. Il faut aller vite maintenant. J'ai prévenu Sarro, il est prêt. La passation des pouvoirs peut avoir lieu dès ce soir, enfin disons à 18h. Ce soir, déjà? Ben oui. Pour les ministères de l'Intérieur et du Travail. L'urgence, ce sont les grèves, Monsieur le Président du Conseil. Ce soir, c'est possible. Quand irez-vous devant les chambres pour l'investiture?
Samedi. Samedi, c'est trop long. La situation nous échappe. Vous ne voyez donc pas ce qui se passe dans le pays? Il faudrait être aveugle, Monsieur le Président. Eh bien, alors agissez. C'est ce que je fais, et je n'irai pas plus vite. Puisqu'il en est ainsi, Monsieur Blum, je vous en conjure, je vous en prie. Dès demain, vous m'entendez, dès demain, adressez-vous aux ouvriers par la radio. Ils ont confiance en vous, vous êtes socialiste, ils vous croiront. Moi, j'espère. C'est une idée, Monsieur le Président. C'est une idée. Monsieur le Président, Monsieur le Président du Conseil. Bonjour, Seyès. Je vous en prie. Voici, en direct de notre studio, l'allocution de Monsieur Léon Blum, président du Conseil. Mes chers compatriotes, le gouvernement ne manquera aucun des engagements qu'il a pris envers vous. Mais sa force réside avant tout dans la confiance du peuple. L'action du gouvernement, pour être efficace, doit s'exercer dans l'ordre. Toute panique, toute confusion servirait les desseins obscurs des adversaires du Front populaire, dont certains préparent déjà leur revanche. Le gouvernement demande donc aux travailleurs de s'en remettre à la loi pour celles de leurs revendications qui doivent être réglées par la loi, de poursuivre les autres dans le calme, la dignité et la discipline. Il demande au patronat d'examiner ces revendications dans un large esprit d'équité. Il déplorerait qu'une tactique patronale d'intransigeance parût coïncider avec son arrivée au pouvoir. Il demande enfin au pays entier de conserver son sang-froid. La victoire du 26 avril et du 3 mai reçoit aujourd'hui sa pleine consécration. Un grand avenir s'ouvre devant la démocratie française. Je l'adjure, comme un chef du gouvernement, de s'y engager avec une force tranquille qui est la garantie de victoires nouvelles. Elle dort. Alors, Jules, vous avez vu les syndicats? Mission accomplie, mais pas sans mal. J'ai obtenu du carburant, de la farine, il y aura du pain. Mais on ne tiendra pas longtemps, Léon. Votre discours n'a pas suffi. La grève continue. Et même elle s'étend encore. Et toi, Paul? J'ai vu Lambert Ribot. Le patronat est prêt à céder. Il t'implore. Bien. C'est Salin Gros qui ira voir Jouot. Il est ministre de l'Intérieur et membre de la CGT. Ça devrait nous aider. Ils prépareront la négociation. Il faudrait que les discussions aient lieu à Matignon. Tu les présiderais. Je vais y penser. Je vais mettre la dernière main à ma déclaration. Et puis j'irai dormir un peu. En somme, mes amis, tout va bien. Paul, si tu peux faire entrer l'ambassadeur d'Espagne, il y a une heure qui m'attend. Au revoir. Au revoir, Jules. Si on m'avait dit qu'un jour comme celui-là, je réajusterais ta cravate. Je ferai comme toi le jour où tu seras Premier ministre. C'est pas demain la veille qu'une femme
sera président du conseil. Hein. Bon, parfait. Bon pour le service. Je te quitterai pas des yeux. Messieurs, dès la semaine prochaine, le gouvernement déposera les projets de loi qui donneront vie au programme du Front populaire. Ils concerneront la semaine de 40 heures, les conventions collectives dans les entreprises, les congés payés de 15 jours pour les salariés, les nationalisations et les grands travaux. Au Canada, ce serait une révolution. Sitôt ces mesures votées, nous présenterons au Parlement une seconde série de projets visant notamment le Fonds national de chômage, l'assurance contre les calamités agricoles, l'aménagement des dettes agricoles. Un régime de retraite garantissant contre la misère les vieux travailleurs des villes et des campagnes. À bref délai, nous vous saisirons ensuite d'un large système de simplification et de détente fiscale, soulageant la production et le commerce, ne demandant de nouvelles ressources qu'à la contribution de la richesse acquise, à la répression de la fraude et surtout à la reprise de l'activité générale. Tandis que nous nous efforcerons ainsi de ranimer l'économie française, de résorber le chômage, d'accroître la masse des revenus consommables, de fournir un peu de bien-être et de sécurité à tous ceux qui créent par leur travail la véritable richesse, nous aurons à gouverner le pays. Nous assurerons l'ordre républicain. Et si les institutions démocratiques étaient attaquées, nous en assurerions le respect inviolable avec vigueur, la fidélité à nos engagements, telle sera notre règle, le bien public, tel sera notre but. La France est un pays extraordinaire. Je m'attendais à un débat politique. J'ai entendu la droite polémiquer pendant 2 heures contre les Juifs, la République, la laïcité. Quand les Québécois vont lire mon livre, ils ne croiront pas. Il n'y a pas d'antisémitisme chez vous, monsieur Bouchard. Comment s'appelle ce fou, ce fanatique, là, le fasciste? Voilà, Xavier Voilà. Ah, monsieur Bouchard, vous êtes parmi nous ce soir. Félicitations, monsieur le président. C'est moi qui ai demandé à Thérèse de l'inviter. Alors soyez le bienvenu. Je suis pressé, on passe à table. Je suis désolé d'être indiscret. Et pourquoi leur as-tu dit que les occupations d'usines étaient illégales? Mais parce que c'est la vérité. Elles le sont. Politiquement, ce n'est pas très habile. La morale en politique existe. Il n'y a aucune contradiction entre la vérité et l'action. Vous voyez, avec Léon, le moraliste n'est jamais bien loin. Mais si c'est illégal, il faut agir. Mais pourquoi pas? Vous allez envoyer la troupe dans les usines? Il y a eu des précédents. C'est pas possible. Rassurez-vous, ça ne m'est jamais venu à l'esprit. Mais je vois, avec un étonnement douloureux, que dans mon propre parti, je passe pour un social traître. Merci de votre confiance. Bien sûr, ce paragraphe est difficilement acceptable, mais il faut l'accepter, messieurs. Messieurs, vous aurez bientôt pour signature
le protocole consignant les accords que vous avez conclus. Ainsi pourra s'achever dans le calme le plus formidable conflit social qu'ait connu la République. Je forme le vœu que ces accords Matignon inaugurent une ère où, dans le respect mutuel, syndicats ouvriers et patronaux règlent leur inévitable conflit par la négociation et le compromis, qui sont l'une et l'autre les vertus irremplaçables de la démocratie et de la République. Merci de ton aide. Je suis comme toi, Léon, à modérer. Mais je connais bien mes patrons, tu les auras contre toi dès que le vent aura retourné. La noblesse de l'homme, c'est l'espérance. J'espère que ce vent durera. On les pose, monsieur Larange. Là, dans le coin. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, les congés payés. Ils sont votés. Il nous reste, messieurs, à donner aux ouvriers les moyens de voyager. Bien, monsieur le ministre. Oui, mais c'est trop cher. Nous allons créer ensemble des billets de congés à prix réduit. Ensemble? Mon ministère va éditer des formulaires. Ils seront à la disposition des employés. On y mettra le nombre de jours de congé, les dates, la destination, le nombre de personnes. Et l'ouvrier et son patron les co-signeront. Je ne comprends pas bien, monsieur le ministre. À la vue de ce billet, vous délivrerez un titre de transport avec une réduction de, disons, 50%. Mais monsieur Lagrange... Monsieur le ministre. Pardon, monsieur le ministre, c'est impossible. C'est anti-ferroviaire. Anti-ferroviaire. Messieurs, n'oubliez pas que c'est l'État qui vous donne les concessions. Estimez-vous heureux de ne pas être nationalisé? Monsieur le ministre, s'il vous plaît, 30%, pas plus. Je veux 50%. Vous proposez 30, ce sera donc 40%. C'est un bon compromis. D'accord? Allez. Vous embaucherez. Vous commanderez des locomotives. Vous verrez, messieurs, le tourisme populaire, c'est ferroviaire. Voulez-vous boire quelque chose pendant qu'on prépare notre accord? Un cognac, s'il vous plaît. 2. Je vais faire encadrer ce numéro. Jamais je n'aurais pu imaginer ça. Il y a 3 mois, congé payé, voté à l'unanimité. Congé payé, 563 voix pour, 1 contre. Convention collective, 563 pour, 5 contre. La semaine de 40 heures. Ça a été plus difficile, hein? Mais voter, ce sera ma fierté d'avoir modifié la vie du peuple, à l'usine et hors de l'usine. C'était un rêve. Maintenant, c'est une réalité. Quand je pense à Jaurès, ça c'est 30 années données au parti. Quel chemin parcouru. Oui, c'est moi. Oui, professeur. C'est un cancer de l'estomac. On l'opère demain matin.
Je ne suis pas sorti souvent de mon hôtel Matignon pendant la durée de mon ministère. Mais chaque fois que j'ai traversé la grande banlieue parisienne, les routes couvertes de ces théories de tacos, de motos, de tandems, avec des couples d'ouvriers vêtus de pullovers assortis, me montraient que l'idée de loisir réveillait chez eux une espèce de coquetterie naturelle et simple. Tout cela donne le sentiment que par l'organisation du travail et des loisirs, nous avons apporté une espèce d'embellie, d'éclaircie dans des vies difficiles et obscures. Jamais nous n'avons connu une période aussi calme, presque sereine. Comme si la vie avait changé. C'est vrai. L'espérance donne un parfum différent à l'heure que l'on respire. Je ne vous connaissais pas cette propension au lyrisme. On me l'a souvent reproché. On t'a reproché cela, mais aussi l'inverse. En somme, je ne suis jamais dans le temps. Oh, il faut reconnaître, Léon, que vous oscillez souvent entre euphorie et pessimisme. Eh bien, je vais confirmer ce travers. Je ne partage pas votre euphorie. La situation sociale est meilleure. Le prolétariat a retrouvé sa dignité, mais les patrons relèvent la tête. Comme si le bel été socialiste était fini. Je ne ressens pas ça. Je rejoins Thérèse quand elle disait que les grévistes étaient mes meilleurs alliés. Enfin, Léon, les lois sont votées. La classe ouvrière réagira si les patrons dressent contre nous le mur de l'argent. Ah, pas sûr, pas sûr. Ce qui a soulevé les ouvriers en mai n'existe plus, nous n'avons plus rien à donner. Eh bien, quel tableau. Et voilà donc aussi démunis. Non, mais nous dépendons de forces que nous ne maîtrisons pas. Les communistes et les radicaux. Oui, bien sûr, leurs attaques contre notre politique en Espagne m'inquiètent. Et les succès de Franco n'arrangeront rien. Ah, l'Espagne. Quelle blessure. Est-ce qu'il y a ici un seul homme qui croit que j'ai changé depuis 3 mois? Je vous assure que ces 3 mois me paraissent à moi, en ce moment, aussi longs que je ne sais combien d'années. La non-intervention! Croyez-vous, quand je lis comme vous dans les journaux le récit de la prise d'Irun ou l'agonie des derniers défenseurs, est-ce que vous croyez que mon cœur n'est pas déchiré? Vous ne croyez rien de tout cela, n'est-ce pas? Vous m'avez gâché la soirée, Léon. Moi qui voyais la vie en rose. Accordez-moi au moins le privilège de l'âge. La vie est rarement rose. Elle est. C'est déjà pas mal. Tu m'as manqué, Marcel. Je t'ai écrit, tu sais. Mais la poste espagnole, c'est compliqué. Et puis j'ai beaucoup circulé, d'un front à l'autre. Est-ce que les républicains tiennent le coup? Ah, Franco progresse partout. J'ai bien peur que Blum se soit trompé. Et Thérèse? Elle va de plus en plus mal. Et comment il prend ça, Blum? Ben, il vit un cauchemar. Ce serait le cas pour n'importe qui, mais vraiment en ce moment, pour lui, c'est pire que tout. J'en ai assez, Léon. Je ne retourne plus à l'hôpital. Mais ma chérie, à l'hôpital, tu seras mieux soignée. Je t'en prie, Thérèse. Si tu ne démissionnes pas, j'y vais, sinon.
Mais ça n'a rien à voir. Mon amour, il faut te soigner. Pour le reste. Pour le reste? Ça veut dire quoi, Léon? Parle. S'il te plaît. S'il te plaît. Le reste, tu sais bien, c'est les dévaluations, les grèves, le patronat qui sabote, l'or qui file, le parti qui rechigne à accepter la pause, et les radicaux qui me lâchent. Tu as la majorité, Léon. À l'Assemblée, et encore, les radicaux me trahiront. Pourquoi veux-tu céder? Fais appel au peuple. Mobilise. Devant la rue, ils céderont. Je ne veux pas d'épreuve de force. Le pouvoir, je l'ai exercé dans la légalité, avec la confiance des chambres. Si je ne l'ai plus, je m'en irai. Repose-toi. Repose-toi, je t'en prie. Je suis là, atterré, devant les débris d'une œuvre rompue entre mes mains. Thérèse n'est plus. Le bel été 36 est mort. C'est un moment où toute croyance se retire, où l'on se sent perdu dans un monde à jamais hostile. Comme tous les hommes, j'ai connu dans ma vie un certain nombre d'heures semblables à celle-là. Il existe pour moi quelques maîtres mots qui en expriment la désolation et qui me reviennent mécaniquement à l'esprit chaque fois qu'un écart béant se creuse ainsi entre la réalité et les constructions de la pensée ou du rêve. Je suis vieux, je ne toucherai pas à la terre promise. Je ne verrai pas les peuples dans la justice et dans la paix. Je ne verrai pas, selon l'image du poète, les nations assises autour de leur foyer, comme des sœurs autour de l'âtre. Mais est-ce que la noblesse de l'homme n'est pas d'espérer, de travailler à une œuvre qu'il ne contemplera pas achevée et dont il ne profitera pas lui-même?